Bien, mesdames et messieurs, l'essentiel de la session est consacré à la première phase de la discussion budgétaire que la région connaît chaque année. D'abord le DOB, document d'orientation budgétaire, en général accompagné de la décision modificative qui est en quelque sorte l'achèvement du cycle budgétaire, et dans la préparation du budget de l'année suivante, c'est-à-dire du budget 2025. Alors on est dans une période bien singulière, puisque les décisions du gouvernement ou les annonces du gouvernement dans le projet de loi de finances ne vous ont pas échappé. Et très clairement, pour la collectivité régionale, comme d'ailleurs pour toutes les régions, et probablement plus encore pour beaucoup d'autres régions, quand je vois les observations, les déclarations de mes collègues dans la boucle que nous partageons, très clairement conduit une collectivité régionale, comme d'ailleurs beaucoup d'autres collectivités, à une situation financière totalement inédite et une situation budgétaire dont l'origine, disons-le, très clairement provient d'un mensonge d'État. Parce que ça ne peut pas être autre chose qu'un mensonge d'État qui nous amène aujourd'hui à nous retrouver dans une situation budgétaire pareille. En 2023, d'ores et déjà, on avait eu des prévisions de déficit qui avaient été largement explosées, mais en 2024, nous sommes passés, dans les déclarations, je regardais ça précisément hier soir, fin 2023, on nous expliquait qu'on devrait être aux alentours de 4% de déficit budgétaire en 2024. Puis après, on nous a indiqué que très raisonnablement, mais de façon très contrôlée, nous serions sur un déficit budgétaire de 4,4%. Et d'ores et déjà, on espère ne pas être à un déficit budgétaire de 6,2%. Et donc dans une situation financière qui n'est plus du tout ni maîtrisée ni contrôlée, mettant d'ailleurs la France en grand danger pour son financement quotidien, puisqu'elle repose beaucoup sur les financements étrangers pour financer sa dette. Et permettez-moi de vous dire que je ne peux pas croire un seul instant que personne ne savait la dérive et le dérapage des comptes publics. L'administration de Bercy est une administration qui, globalement, fonctionne encore assez bien. Et donc, qu'il n'y ait jamais eu aucune alerte, ni auprès du ministre de l'Économie et des Finances, ni auprès du Premier ministre, ni auprès du Président de la République, est un schéma auquel je ne crois absolument pas. Et j'espère que le Parlement se saisira de cette question à travers une commission d'enquête, parce qu'il n'y a aucune raison qu'à aucun moment, le pouvoir exécutif n'ait pas été alerté sur la réduction des recettes et sur l'affaiblissement de la croissance et ses conséquences en matière de déficit public. Et j'en finis d'ailleurs par penser qu'il n'est pas improbable que la dissolution totalement improbable ne soit pas en partie liée à cette histoire, comme on a connu une autre dissolution qui était liée à une analyse assez sombre des comptes publics, qui s'est d'ailleurs avérée complètement fausse, puisque l'année d'après, on avait une croissance forte. Bref, la situation telle qu'on la connaît a amené le gouvernement à présenter la facture aux collectivités locales, dont je vous rappelle que les collectivités locales ne sont responsables que de globalement 5% de la totalité de la dette contractée depuis 2017. Sur les 1000 milliards, même si maintenant on a même dépassé les 1000 milliards, sur les 1000 milliards, c'est pas moi qui invente les comptes, c'est pas moi qui invente les chiffres, c'est les chiffres des statistiques nationales. Nous représentons environ, permettez-moi de vous le faire à la louche, environ 50 milliards. Nous, collectivités locales, bloc communal, départements et régions. Et je rappelle que depuis 20 ou 30 ans, l'endettement de la nation lié aux collectivités locales est resté à peu près le même, c'est-à-dire entre 8 et 9% de l'endettement global. Il avait un peu augmenté
durant la période Covid, puisque les collectivités locales avaient fait un effort, souvenez-vous, pour la région extrêmement important pour soutenir l'activité. Je vous rappelle que nous avons soutenu quand même la bagatelle de plus de 4000 entreprises. Pour prendre ce seul exemple, nous avons soutenu, souvenez-vous, les associations, les structures culturelles, nous avons soutenu les structures sportives. Tout cela, nous l'avons fait, ce qui nous avait amené à avoir un endettement qui était autour de 9,5 à 10% du PIB. Depuis, les collectivités locales ont retrouvé le chemin et donc nous représentons, j'allais dire, comme depuis 20 ans, comme depuis 30 ans, comme depuis 40 ans, environ 8 à 9% de l'endettement global. J'en profite pour vous rappeler que cet endettement, il n'est pas fait pour payer des salaires et des voitures, il est fait pour investir puisque, comme vous le savez, nous sommes obligés à l'équilibre de fonctionnement. Et donc, les collectivités locales se retrouvent à payer une large part, nettement plus importante de ce qu'elles représentent dans la dépense publique. Les collectivités locales sont appelées à un effort, si on y ajoute la CNRACL, un effort gigantesque par rapport à ce que nous représentons en matière de dépenses publiques. Et pire encore, quand on analyse la situation entre les trois strates des collectivités locales, on demande aux régions 25% de l'effort global des collectivités locales, alors qu'elles ne représentent qu'environ 15% de la dépense locale. Et donc pour les conseils régionaux, après une année 2023 qui était déjà difficile et compliquée, 2024, pardon, qui était difficile et compliquée, l'année 2025 s'annonce extrêmement compliquée. Nous avons pris l'habitude de garder confidentielles les conversations que nous avons entreprises en région, mais pour certaines régions, c'est quasiment l'abandon de toute capacité d'investissement sur l'année prochaine. Bref, 1000 milliards de dettes supplémentaires, je le rappelle, dont la moitié ou presque est liée au solde de nos régimes de retraite, et le reste, pour l'essentiel, lié au déficit de l'État. Voilà la réalité. Alors bien entendu, il n'était pas question que les collectivités locales ne participent pas à l'effort de redressement des comptes publics compte tenu de l'urgence de la situation. Mais ce que demande l'ensemble des collectivités locales, que ce soit le bloc communal à travers l'AMF, ce que demande l'ADF, je rappelle que d'ores et déjà pour les départements, 15 départements sont en situation de cessation de bilan, cessation de paiement, et que Jean-Léonce Dupont, qui, comme vous le savez, est le numéro 2 de l'ADF et qui notamment s'occupe des questions financières pour les collectivités, pour les départements dans le cadre de discussions avec l'État, me disait la semaine dernière qu'on estimait que 40 à 45 départements étaient en situation de cessation de paiement l'année prochaine, compte tenu de l'explosion de leurs dépenses sur toute une série de sujets et là aussi la réduction massive de leurs recettes, puisqu'ils ont à la fois l'effet TVA et l'effet droit de mutation. Et donc, ce que nous demandons simplement et uniquement, c'est que les collectivités locales soient amenées à faire l'effort qui correspond à l'effort de ce qu'elles représentent en matière de dépenses publiques. Nous sommes mieux gérés parce que, j'allais dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous y sommes obligés. Mais, quoi qu'il arrive, il n'est pas normal qu'on demande aux collectivités locales, dont l'effet contracyclique est absolument majeur, au moment où la croissance s'affaiblit, on ne peut pas demander aux collectivités locales un effort dont l'ampleur les amène à globalement se retrouver en situation de pieds et mains liés. Je veux simplement vous faire toucher du doigt le fait que la plupart de nos dépenses sont des dépenses contraintes. Quand on analyse les collectivités régionales dans leur ensemble, après ça peut bouger à la marge, Région de France estime que près de 80% de nos dépenses sont des dépenses contraintes, c'est-à-dire des dépenses sur lesquelles nous n'avons aucune marge de manœuvre. Je prends deux exemples, le train, le transport scolaire, les lycées, nos marges de manœuvre sont extrêmement réduites. Et donc en clair, l'effort qui est demandé est un effort qui repose sur 15 à 20%
de la dépense. C'est-à-dire, au bout du compte, sur l'essentiel des dépenses qui ne sont pas forcément des dépenses obligatoires. Quand la région, pour prendre notre exemple, fait un effort, je voyais qu'il y avait un rapport sur la fin de notre régime d'odontologie qui est lié au fait que nous avons désormais des facs de dentaire. Quand nous effectuons un effort sur les facs de dentaire ou sur les sujets de santé comme nous le faisons, nous ne sommes pas obligés de le faire. Mais au bout du compte, c'est simplement sur ce genre de sujets sur lesquels nous pouvons intervenir, puisque 75 ou 80% de notre dépense est une dépense contrainte. Et donc, quand on demande à la collectivité régionale, je parle de la nôtre, un effort qui sera entre 100 et 120 millions d'euros sur 2 ans, sur une dépense d'investissement d'environ 600 millions d'euros, qu'une grande partie de ces dépenses sont des dépenses contraintes, vous voyez bien à quel point l'effort devient absolument gigantesque et va provoquer, bien entendu, une réponse qui sera une réponse qui nous obligera, avec Virginie Carolo-Luttrot et l'ensemble des conseillers régionaux, à examiner chacune des dépenses, ligne par ligne, à observer très précisément quelles sont les dépenses obligatoires et sur lesquelles nous devons continuer à agir, et les dépenses sur lesquelles, en effet, contraints par les décisions de l'État, à réviser profondément nos soutiens. L'exercice va donc s'avérer extrêmement compliqué. J'allais dire, il vaut mieux l'avoir compliqué dans une région qui est encore à 6%, à 6 années de désendettement, que dans des régions comme beaucoup d'entre elles, dont le désendettement est entre 11 et 12 années, voire 13 pour une. Bref, je veux juste, bien entendu, que soit intégré cet élément-là, parce que, bien entendu, il va amener, je vois Guy Lefranc en face de moi, à aussi revoir l'ensemble des financements et des soutiens que nous apportons au bloc communal. Quand vous discutez avec les présidents de département, il est évident que ça va faire partie des sujets qui seront observés, et donc on va avoir un phénomène, j'allais dire, qui va toucher progressivement et en cascade l'ensemble des structures et des strates locales. Je termine simplement là-dessus pour ne pas être plus long et laisser la place au débat, puisque sur le reste, honnêtement, c'est, j'allais dire, c'est secondaire par rapport à ce qui nous arrive. Ce qui, d'ailleurs, je vous le dis, moi, m'amène à me dire que très probablement, dans cette affaire, il y a aussi la revanche de la technocratie sur la décentralisation. Je pense que la technocratie n'a jamais supporté les efforts de décentralisation. Je pense que la technocratie ne supporte pas l'idée que nous puissions avoir la mobilité, la flexibilité pour répondre à une urgence ou à une difficulté, pour trouver une solution immédiate qui est liée à notre proximité, et qu'après avoir tué toute capacité de ressources, parce que je vous rappelle que globalement les collectivités locales n'ont plus aucune ressource ou presque propre, eh bien après les avoir tuées sur leurs recettes, on les assassine sur leurs dépenses. C'est à peu près cela auquel, globalement, l'état profond central nous amène aujourd'hui dans un contexte financier extrêmement compliqué pour la France, mais qui est lié, je le rappelle, à 2017-2024, 7 ans d'une dépense à tout va et sans compter, telle que nous l'avons connue, qui a été résumé par une formule que personne n'a oubliée aujourd'hui. Tout ce que je sais, mesdames et messieurs, c'est que mon sentiment, c'est que nous allons vivre une période extrêmement difficile, non seulement pour les collectivités et pour le pays, mais pour l'État, mais aussi pour le pays. Tous les indices, tous les indicateurs nous amènent à être extrêmement pessimistes sur l'année 2025 et que nous ne mesurons probablement pas ce qui va arriver. Je résume. Si vous faites le tour des entreprises aujourd'hui, comme nous le faisons très régulièrement avec certains d'entre vous, dont Sophie, l'investissement industriel est à peu près à l'arrêt. La consommation, vous le savez, elle est à l'arrêt, elle est en panne. Et d'ailleurs, il y en a
une expression extrêmement précise, c'est que l'épargne des Français n'a jamais été aussi élevée, tant ils sont inquiets pour leur avenir. Vous y ajoutez l'immobilier qui est en berne, et l'immobilier qui est en berne dans un contexte où il n'a jamais été aussi difficile de se loger. C'est ça la contradiction assez exceptionnelle. L'investissement public des collectivités locales, qui représente 60 à 70%, va lui aussi s'effondrer compte tenu des mesures auxquelles nous sommes soumises. Vous y ajoutez des secteurs qui connaissent des difficultés très singulières, comme par exemple le secteur automobile lié à l'électrification et à la mesure absurde de la fin du moteur thermique en 2035, eh bien, vous avez là à peu près concocté l'ensemble des mesures ou l'ensemble des situations qui devraient nous amener non pas à 1,5% de croissance comme Bercy ou le gouvernement semble vouloir nous le dire, mais à une croissance qui risque de prendre un aspect plutôt négatif. Je vous rappelle que l'Allemagne, elle, est en récession depuis 2 ans. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en introduction. Oui, partager l'effort, sans aucun doute, il nous appartient, mais de le partager à hauteur de ce que nous représentons et à hauteur de la vertu qui a été la nôtre par rapport à l'État et aux comptes sociaux qui ont, eux, largement dérapé. Je vous remercie.